Premier numéro de débat de presse pour l'année 2026. Nos voeux de santé, de réussite dans les projets de prospérité et de bonheur, surtout de paix et de sécurité retrouvés pour notre cher Burkina Faso. Merci de votre constante fidélité à Débat de presse. Madame, Monsieur, bonjour. 3 sujets sont sur la table des débats. Ce matin, nous parlerons notamment de ce nouveau coup d'État déjoué au Burkina Faso. Nous parlerons également de l'enlèvement du président vénézuélien et enfin nous dirons un mot sur la CAN Maroc 2025 qui est en cours actuellement. Donc, alors pour discuter de l'ensemble de ces sujets, je suis en compagnie de 4 confrères de la presse nationale sur ce plateau. Ahmed Kone, il est journaliste et consultant en santé média. Bonjour. Bonjour. Avec nous également Adama Soro, il est éditorialiste et chroniqueur à Savane Média. Bonjour. Bonjour Sayan. Sur ce plateau également, alors Aimé Kambiré, il est journaliste certifié en communication, journalisme et conflit. Bonjour. 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 Avec nous également, alors Blaise Kientega, il est sociologue et journaliste indépendant. Bonjour. Bonjour à vous Sayan, bonjour à tous. Merci à tous d'avoir accepté notre invitation. Le projet est piloté, si on peut le dire, par l'ancien président Paul-Henri Sandaogo Damiba, qui prévoyait l'élimination donc du président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré et plusieurs responsables dans la hiérarchie militaire afin de s'emparer du pouvoir. C'était sans compter, bien entendu, sur l'efficacité et la vigilance des services de renseignement burkinabais. Le début de l'année 2026 devait être sanglant selon le plan de déstabilisateur. Donc, vous l'avez suivi, l'information a été rendue publique par le ministre en charge de la sécurité. Alors, Ahmed Kone, quel commentaire, quelle réaction face à cette énième tentative de coup d'État contre les autorités actuelles? Comme tous les Burkinabés, je trouve que c'est vraiment dommage. Et comme le disent effectivement certaines des enquêtes journalistiques, certains des reportages, comprendre que des Burkinabés se lèvent aujourd'hui encore pour faire un coup d'État après tout ce qui s'est passé dans les 3 dernières années, comparativement à ce qui s'est passé dans les 60 et quelques années, vraiment, c'est incroyable. De toute façon, vous savez, le pouvoir, ça attire les gens. Hein. Il y a des gens qui, quand ils perdent le pouvoir, ils ne dorment plus. Il faut qu'ils reviennent au pouvoir. Surtout quand ils voient que des choses se passent sous leur nez, qu'ils auraient dû faire, qu'ils auraient pu faire, qu'ils n'ont pas fait. Et puis, bon, des choses qui se passent et qui semblent faciles. Mais qu'est-ce que vous voulez? Ils chercheront toujours à revenir. Ils chercheront à revenir parce qu'effectivement, il y a eu quelques précédents. C'est-à-dire que, bon, nous sommes un peu plus tolérants, qui a toujours encaissé des choses, qui a toujours admis un minimum, un peu profondément croyant, qui pense qu'il ne faut pas donner, comme on dit, des coups de pied à l'âme, qui donnent des coups de sabot. Et ainsi de suite. Donc la tolérance fait que les Burkinabés ont toujours accepté le minimum. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, la prison, c'est autre chose. Donc ce sont des gens qui ont compris qu'effectivement, ils peuvent toujours tenter leur chance. Mais je crois que comme beaucoup de gens le disent d'ailleurs dans les reportages, aujourd'hui au Burkina Faso, si vous prétendez reprendre le pouvoir, il faudra compter sur le peuple burkinabé parce qu'il est suffisamment conscient, éveillé et mobilisé. Et donc, on avait pour preuve que les Wahia, qui sont tout le temps dans les rues, tout le temps dans les ronds-points, et les VDP fermement résolus, et surtout aussi avec tous leurs compagnons, les FDS, qui, ma foi, ont quand même repris du poids de la bête, ont suffisamment d'armes aujourd'hui, au lieu des 3 armes, 3 fusils qu'on donnait, ou un fusil qu'on donnait à 3 personnes, mais on a beaucoup plus aujourd'hui, et puis des munitions, et puis des armes sophistiquées en plus. Donc on peut repérer, on peut écouter, on peut tout dénoter avant même. Je crois qu'on lit même dans les pensées pratiquement, puisqu'on se rend compte que les gens qui ont été ciblés, qui ont été interrogés, sont des gens qui ont dit des choses qui sont tellement élémentaires que bon, on se demande vraiment qu'est-ce qui s'est passé. Alors là, le pouvoir de l'argent, c'est quoi? De toute façon, on a pris des mesures au niveau de la justice. Je pense que les gens demandent qu'ils soient effectivement jugés et de manière particulière
je crois qu'on tend à redorer le blason aux tribunaux populaires qu'on a connus sous feu le capitaine Thomas Sankara. Peut-être qu'il faudrait y réfléchir aussi et voir dans quelle mesure la jonction pourra se faire, comme on l'a dit dans les dernières interventions de fin d'année, entre la justice moderne et la justice traditionnelle pour que les gens soient rapidement jugés et que bon, on n'en parle plus. Alors, Amadé Adamansoro, vous avez suivi cette actualité. Alors, comment est-ce que vous réagissez donc à cette nouvelle tentative et à ce nom qui revient régulièrement, l'ancien président Paul-Henri Sandaogo Damiba, qui est également impliqué dans cette nouvelle tentative de déstabilisation du Burkina? Je crois qu'il faut aller au-delà du factuel. Voilà, il faut aller au-delà du factuel pour analyser en profondeur l'état d'esprit de ces personnes-là. Quand vous écoutez les différents témoignages qu'on a pu suivre sur la RTB, ce n'est pas une remise en cause de la gouvernance. Tout à fait. Ce n'est pas parce que le capitaine Ibrahim Traoré ne travaille pas bien qu'on veut donc mettre fin à la marche radieuse du Burkina Faso vers l'indépendance. Ce n'est pas ça en fait. C'est parce qu'en réalité, ils ne sont plus aux affaires. Ils ne sont plus aux affaires. Et ça, nous devrons maintenant inscrire cela comme un peu le palu avec lequel nous vivons tous les jours, parce que ça ne va jamais s'arrêter. Ça ne va jamais s'arrêter. Maintenant, il faut prendre les dispositions pour qu'à chaque fois qu'il y a cette tentative-là, effectivement, qu'on puisse faire échouer cela. Parce que quand vous regardez, en réalité, dans un des audios, l'ancien président Paul-Henri Sandaogo Damiba disait que lui ne peut pas vivre sans le pouvoir. Bon, voyez-vous, et on est prêt à sacrifier. Ce que le doyen vient de dire, c'est ce qui est grave, gravissime, c'est qu'on est prêt à sacrifier des millions de vies, faire des dommages économiques, parce qu'on parle également de détruire, compromettre l'avenir du Burkina Faso. Sincèrement, c'est comme je l'ai dit, il faudra que le peuple burkinabé se mette dans l'idée que ce genre de manœuvre ne va jamais finir. C'est une lutte éternelle entre le bien et le mal, parce que c'est de ça qu'il s'agit. C'est une lutte entre le bien et le mal. Et ce qu'il faut également savoir, c'est que ces personnes-là sont sûres d'avoir un soutien quelque part. Sinon, elles n'allaient pas le faire. Et par la partie qui concerne la neutralisation du commandant de la base des drones, c'est pour permettre, n'est-ce pas, l'entrée en action de forces extérieures, pour ne pas dire des mercenaires. Et il faut que chaque fois, parce que quand on essaie de faire une analyse parcellaire, souvent on voit dans le décor. Après le coup d'État du Niger, en juillet 2023, qu'est-ce que des agents secrets occidentaux, pour ne pas dire français, ont dit? Qu'ils ne vont jamais accepter que leur influence-là soit réduite dans le précaré français au Sahel. Donc ça veut dire que ces personnes-là bénéficient donc du soutien de ces forces extra-africaines-là. Mais là où je suis un peu perdu, c'est vrai qu'on ne peut pas tout déballer sur la place publique, mais normalement, il doit y avoir une réaction de la part du gouvernement togolais. Parce que quand même la Convention de Genève qui est claire là-dessus, quand on est exilé, on a le droit de réserve. Oui. C'est vrai que ce n'est pas la Convention de Vienne qui règle les questions politiques. S'abstenir de mener des activités subversives. Et ça, c'est clair. Et ce n'est pas une seule fois que l'ancien président Damiba a été mis en cause. Donc je pense qu'ici, des actions doivent être engagées pour pouvoir faire en sorte qu'il soit donc mis à l'écart. Mais même si on arrive à mettre la main sur Damiba, il ne faudra pas qu'on dise que l'affaire va se terminer. C'est une lutte permanente entre le mal et le bien. Alors, Aimé Kambiré, est-ce que vous partagez cet avis? Le Burkina doit vivre avec ça, surveiller donc ses arrières, parce qu'il y aura toujours des impérialistes, peut-être qui vont utiliser des nationaux pour pouvoir déstabiliser le pouvoir en place. Est-ce que c'est votre avis également? Oui, nous sommes à une phase où il faut toujours s'assurer de la bonne marche, parce qu'il y a toujours des risques. C'est une phase. Mais permettez-moi d'abord de souhaiter bonne heureuse année à la RTB. Les médias, de façon générale, les responsables, tout comme les animateurs.
parce que les médias ont un grand rôle à jouer et on voit déjà le rôle que la RTB joue dans cette opération ratée de coup d'État pour informer donc les Burkinabés. Cela étant dit, la lecture que je fais de cet événement, c'est que les Burkinabés d'ici ou d'ailleurs, qu'ils soient pour ou contre le MPSR 2, doivent savoir que nous sommes sur la bonne marche. Ce coup d'État vient dire qu'il y a donc des intérêts étrangers, voilà, qui luttent pour mettre fin donc, aux intérêts nationaux. Vous verrez que la tête donc, de cette opération est à l'étranger, des financements viennent de l'étranger, et dans leur mode opératoire, des forces extérieures, des forces étrangères armées devraient intervenir. Ça veut dire que le Burkina est sur la bonne marche. Qu'on soit pour ou contre IB, il faut que les Burkinabés acceptent ça déjà. La deuxième chose, vous voyez que l'armement aussi qu'on a acquis nous permet de gérer la situation. Vous voyez que dans leur plan, ils voulaient neutraliser la base de Sapone. Oui. Ça veut dire que nos choix par rapport à l'armement est très adapté par rapport à la situation. Et j'ai aimé aussi la réaction spontanée de la veille citoyenne qui est toujours debout, qui a occupé déjà les ronds-points de Ouagadougou et le lendemain dans certaines villes qui ont manifesté leur soutien pour exprimer le soutien populaire donc, de cette démarche. Mais ces coups d'État, effectivement, ces tentatives, je pense que souvent, le chef de l'État doit être un peu gêné par rapport à la manière qu'il a utilisée pour pouvoir arriver au pouvoir et mettre le Burkina sur la bonne voie. Mais je pense que toutes les têtes pleines des Burkinabés doivent réfléchir pour qu'on ne soit pas à chaque fois en train de parler de coup d'État. Cette phase doit être écourtée. Il faut qu'on réfléchisse. Il faut qu'on passe au-delà donc de cette forme où on dénonce et puis ça s'arrête là. Parce que le monsieur n'est pas à son premier coup d'essai. Il essaye, ça ne marche pas. Il essaye, ça ne marche pas. Il faut dire qu'à un certain moment, il pourrait avoir sa chance. Donc, il faut que toutes les têtes pleines réfléchissent. Il faut qu'on intervienne. Il a dit qu'il est un peu gêné de se rendre compte que le Togo n'a pas encore agi, c'est vrai. Mais quelles sont les démarches que nous avons entreprises, voilà, pour demander à ce que peut-être on nous extrade le mis en cause et qu'il puisse se défendre devant son peuple. Hein. Et il est d'origine burkinabé, donc il ne doit pas avoir peur de la justice de son pays. Mais il faut dire que ces coups d'État aussi arrivent parce que dans notre contexte historique, le contexte colonial, il faut dire les vendus, les corrompus, les traîtres là, ont toujours été promis quelque part. Donc si ça marche, j'ai regardé les témoignages que la RTB a bien voulu partager avec nous. Et vous voyez, avec une certaine sérénité, où les gens ils témoignent de comment ils sont impliqués, ils sont souvent aussi surpris même de se retrouver dans cette situation, alors que méthodiquement, ils ont agi. Et ils demandent l'indulgence. Parce que les traîtres, les corrompus, dans notre histoire, ont souvent été bien payés. Et ceux qui sont patriotes, souvent, sont oubliés dans l'histoire coloniale, je dis bien. Donc, il faut qu'on change aussi notre façon de faire. Et enfin, je terminerai brièvement en disant aussi que les médias aussi doivent avoir un bon rôle à jouer dans la diffusion de telles informations. J'ai vraiment apprécié la collaboration parfaite entre les services de renseignement qui ont mis à la disposition donc des médias les éléments de diffusion. Mais j'aurais souhaité peut-être que l'annonce même aussi de l'événement se fasse aussi dans les médias. C'est sur les réseaux sociaux que j'ai appris et on avait encore quelques doutes jusqu'à ce que l'autorité confirme. Donc c'est des éléments d'information en tant que journaliste que j'aurais souhaité aussi que dès le départ aussi on puisse donner aux médias parce qu'on a eu des doutes. Tant que c'est sur les réseaux sociaux, on a eu des doutes et souvent la réaction, voilà, nos réactions tardent parce que vous allez commencer à analyser. Après, vous allez vous rendre compte que c'est des rumeurs ou c'est des fake news. Cela étant dit, je pense que nous sommes sur la bonne voie et c'est ça qui explique
donc les coups et les tentatives de coups répétés qui visent donc à mettre fin à notre révolution. Blaise Kientega, votre lecture donc de cette situation que vient de connaître le Burkina, une tentative de déstabilisation déjouée, les uns et les autres en ont parlé. Le service de renseignement burkinabé a été une fois de plus efficace. Oui, une fois de plus efficace et du courage et force donc aux forces de défense et de sécurité qui continuent donc d'engager des victoires donc dans le cadre donc de la reconquête du territoire. Et bonne heureuse année à tout le monde et à vous, à tous ceux qui nous dirigent actuellement et à l'ensemble donc des Burkinabés. Je pense que oui, ça témoigne donc de l'efficacité donc des services de renseignement. Mais après aussi, quand vous faites une analyse sociologique poussée des acteurs qui ont, y compris donc l'ex-président donc Monsieur Damiba, ils sont tous en fait d'un logiciel. Voilà, ils sont tous d'un logiciel et ça conforte nous autres nos analyses. Voilà, un serpent met au monde un serpent. Voilà, l'ex-président, quand il était au pouvoir, vous avez vu que gravitaient autour de lui des gens d'une génération qui sont venus juste après l'assassinat du capitaine Thomas Sankara. Et ils ont la plupart porté leur premier galon sous un régime politique france-africain. Il faut le dire clairement. Nous étions poste de commandement de la France-Afrique. Nous avons emmerdé pas mal de pays dans la sous-région. Et ils ont grandi avec un logiciel politique qui est celui en fait de gouverner par la violence. Voilà, vous avez vu que depuis environ 2 ans, il y a de moins en moins des conflits entre les militaires et en fait les civils. Dans les maquis, etc. Mais à l'époque, vous avez vu comment c'était. On a créé une armée dans une armée où on en avait une entité qu'on a rendue super puissante, où on dit quand un civil s'amuse, il faut le tuer. Donc depuis juste la malédiction de 87, vous avez vu que le nombre de personnes qu'on a éliminées physiquement, et ça ne disait rien à personne. Parce qu'à l'époque, on a construit un système sous la violence france-africaine, et quand on est né, ou du moins quand on a grandi sous ce système politique, en réalité, on croit à la violence politique. Quand le capitaine Ibrahim Traoré prenait le pouvoir, vous rappelez-vous, il avait dit « Nous avons le pouvoir d'abattre le drone, l'avion, l'hélicoptère, mais nous en avons besoin pour le front. » Donc, dans la confrontation, il n'a pas eu l'idée en fait de détruire aussi bien des vies, de détruire du matériel militaire, etc. Parce que justement, ils sont, la génération des officiers sont des officiers qui sont nés en fait, qui ont participé à beaucoup, à des petites luttes Norbert-Zongo, etc., etc. Donc ils croient au débat, ils croient à la discussion, etc., etc. Donc vous avez, pas tout le monde, hein, j'ai dit, pas tout le monde parce que j'ai dit que c'est une entité de cette génération-là qui croit à la violence politique. Donc moi je l'analyse sur ce plan-là. Quand vous prenez le commerçant en question, vous regardez, il a fait des interviews dans le passé où il s'en prenait au régime de Rochman Christian Kaboré et on connaît les connexions et tout ça avec notre ancien chef d'État. Donc, c'est pas étonnant. Hein, c'est pas étonnant venant de ce logiciel politique-là. Parce que moi, j'ai discuté avec certains qui sont aujourd'hui en Côte d'Ivoire qui m'ont dit clairement que ce n'est pas en fait le capitaine Ibrahim Traoré le problème. Eux, ils ont combattu Sankara. Ils ont envoyé Sankara où ils devaient l'envoyer. Et quelles que soient les actions du capitaine Ibrahim Traoré, fonctionner avec une seule idée de Sankara, eux les irritent. Donc ce type-là, tu vas le changer comment? Tu vas faire une réconciliation avec ce type-là comment? Donc voilà en fait la triste réalité de notre pays. Malheureusement, aujourd'hui, je pense qu'il y a des gens qui sont dépassés du point de vue de ce qui se passe. Aujourd'hui, c'est pas pour les féliciter, mais ces jeunes officiers-là sont arrivés à redresser le Burkina. Le Burkina était quand même blessé. Et quand il y a un blessé et qu'on le trimballe à l'hôpital pour le soigner, ce n'est pas au même moment où on est en train de trouver les moyens pour le maintenir en vie qu'il faut venir demander au médecin qui a eu raison lors de l'accident. C'est-à-dire que nous, on a dépassé, le Burkina Faso actuellement a dépassé une étape. Donc les gens sont toujours dans la première étape du constat. Mais on est à l'étape où
il y avait un blessé qu'il fallait soigner. Ce blessé-là, c'était le Burkina Faso. On avait des problèmes d'armement. On avait des problèmes d'organisation de notre armée. On avait des problèmes de mobiliser le peuple autour d'un certain nombre de défis. Oui. Et ils sont arrivés progressivement à amener effectivement les Burkinabés à se concentrer sur le défi qui était le défi de la sécurité. Donc si c'est dans ce contexte-là qu'il y a en fait des actions répétitives comme ça, ça montre une fois de plus que on s'était trompé, ou du moins tous ceux qui les avaient permis de venir donc à la tête de notre pays s'étaient naturellement trompés. Parce que c'est pas à ce stade-là qu'on s'en prend à un monsieur qui est mondialement connu, qui est mondialement respecté. Et aujourd'hui, quand vous prenez l'histoire politique de notre pays, c'est pour cela que moi, je fais attention au concept. Moi, je n'appelle pas ça un coup d'État déjoué. Moi, j'appelle ça des actes terroristes. C'est purement un acte terroriste, s'en prendre à la vie du chef de l'État. Qu'est-ce que le chef de l'État a fait pour qu'on s'en prenne à sa vie? Moi, je ne sais pas. Donc, il n'y a pas de raison objective, exact. clairement. Il n'y a pas de raison qui tienne. Présentée. Il n'y a pas de raison qui tienne. Voilà, il n'y a pas de raison qui tienne. Et je pense qu'il faut travailler. C'est vrai qu'il faut féliciter les services de renseignement qui, aujourd'hui, c'est vrai qu'en transformant donc, la direction donc, de l'ANR aujourd'hui au Conseil national de sécurité, on a monté d'un cran du point de vue institutionnel. Je vois que dans ce qui se passe, il y a de nombreux efforts qui sont faits en termes de moyens, etc. pour qu'on puisse stabiliser le bateau Burkina. Je pense que quand on regarde ce qui se passe, on a le droit de dire, comme Kambiré l'a dit, quand on essaye tout le temps ce genre de choses, ça veut dire qu'à quelque part, on s'appuie sur des choses. Et moi, vous connaissez ma théorie, c'est ceux qui ne cherchent pas à emmerder qui sont emmerdés. Voilà. Nul n'a le monopole d'emmerder. Donc, quand vous avez une infrastructure de défense, il faut créer des entités emmerdeurs. Là, vous êtes protégé contre l'emmerdement. Non, je le dis parce que c'est un peu comme les étalons. Hein. On va en parler. Voilà. Vous ne pouvez pas être en train de défendre. Quand vous êtes en train de défendre toujours, là, vous serez attaqué. Mais quand vous avez des entités capables de riposter, on ne s'amuse pas. Et la vie du chef de l'État, là, on ne s'assoit pas dans un kiosque, boire un Nescafé et puis parler de l'assassinat d'un chef d'État comme on veut. Aux États-Unis, il y a un jeune qui a fait une vidéo qui s'en prenait à Joe Biden. Mais quand la CIA, quand ils sont arrivés sur le FBI et autres, là, ils avaient la possibilité d'arrêter le jeune. Mais ils ne l'ont pas arrêté. Celui qui a essayé de tirer sur Donald Trump, il est où aujourd'hui? Donc, il faut qu'on intègre ça dans la conscience collective des gens. Voilà. Assassiner un chef d'État, assassiner des officiers, bon, sans les reprocher quoi que ce soit. Bon, quand on a ce genre d'idées-là, ça frôle avec quoi? Donc moi je pense qu'il faut que les gens comprennent aujourd'hui la situation dans laquelle nous sommes. Il y a de nombreux jeunes Burkinabés qui ont donné de leur vie pour défendre ce pays. Ce sont des héros de notre nation. Ceux aussi qui nous dirigent actuellement, le président Ibrahim Traoré, il a quel âge? Prendre un pays, tout le monde connaît l'état de la situation dans laquelle était notre pays. Prendre un pays comme ça à cet âge-là, sacrifier sa jeunesse pour tout un pays, pour des veuves et des orphelins, défendre la dignité d'un peuple aux yeux du monde entier, devant des loups, au milieu des loups, ce n'est pas une tâche aisée. Donc, moi je pense qu'il y a des entités qui sont très bien identifiées du point de vue de la contre-révolution, qui essaient de jouer des jeux de mots de réconciliation, etc. etc. Moi j'ai dit en tout cas, tous ceux qui sont dans les projets, moi ma seule réconciliation en ce qui me concerne, c'est la fin du terrorisme. Si ça finit, on revient sur un certain nombre de contradictions. En même temps, on a reproché, oui, ne faites pas du tout militaire. On a vu des intellectuels qui nous ont dit ça. Oui, la guerre, c'est pas du tout militaire. Ok, on dit route. Ah oui, non, façon, mais c'est pas trop ça. Les entreprises privées vont avoir problème. On dit autosuffisance alimentaire. On dit oui, c'est vrai, l'autosuffisance, là, les chiffres sont bons, mais. C'est l'occasion aussi de dire que ceux qui nous dirigent doivent ouvrir le bon. Il y a des réactionnaires patentés, je vous dis la vérité, il y a des réactionnaires patentés qui ont été décorés. Il y a des gens en matière de communication également. Moi, je reproche beaucoup de choses à la façon dont la communication s'est faite. La première des choses,
La première des choses. On va revenir, on va rester sur le sujet. Alors, l'extradition du président Damiba, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, Adama Soro en a parlé. Quel est votre avis sur ce sujet? Il a été cité plusieurs fois dans plusieurs tentatives de coup d'État. On sait où il est. En tant que réfugié politique, il n'a pas droit en tout cas de faire un certain nombre d'activités. Qu'est-ce qu'il faut faire pour le cas d'Amiba? Moi, je ne sais pas ce qu'il faut faire. C'est ceux qui nous dirigent qui savent ce qu'il faut faire. Il y a des juristes, il y a des docteurs, des professeurs qui sont à la présidence, qui sont des conseillers à gauche et à droite. On ne paye pas les gens pour s'asseoir et laisser tout le travail au chef de l'État. Le chef de l'État était obligé de répondre à des chroniqueurs de plateau au Mali à cause de quoi? Parce que même si ce plateau, on ne peut même pas répondre même à des zibous qui traînent notre pays à terre. Mais ce n'est pas lui qui va être au devant de la scène. En même temps, il y a des choses élémentaires qu'il faut faire. Nous avons 10 ans de guerre. On a combien d'éditorialistes spécialistes de la guerre au Burkina? Il a parlé de l'autosuffisance alimentaire. Qui est venu nous expliquer pendant une semaine que dans le message du chef de l'État, la question de l'autosuffisance alimentaire est une réalité parce que. Mais on a 10 ans de guerre. On n'a même pas de spécialistes dans 3 ou 4, 5 domaines sur lesquels on est en train de faire. Ce n'est pas le chef de l'État qui va venir faire ça. Il y a des conseillers en communication qui sont payés cher. Il y a des conseillers en sécurité qui sont payés cher. Quel est leur travail? Quand tu parles, on dit oui, telle personne, il est clivant, il est trop radical, il faut se méfier de lui, etc. Bon, de toute façon, nous on est comme ça depuis longtemps. La vérité, restons donc sans émotion. Discutons donc des choses de façon analytique. Oui, ce sont les analyses. Aujourd'hui, la question est dans le débat public. Personne ne peut faire une journée sans parler de cette question de l'extradition du président Damiba. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça appartient au peuple et à tous ceux qui nous dirigent. Les procédures, en tout cas d'extradition, sont connues. Moi, je vais venir dire quoi dedans? La justice est là. Voilà. Quand vous regardez les aveux de ce qui a été fait, je pense que s'il y a des décisions à prendre, c'est ceux qui nous dirigent qui prennent ces décisions-là, qu'ils soient extradés ou pas. Je pense que depuis les premières tentatives, on devait prendre des mesures conservatoires. Voilà, ces mesures conservatoires, s'il faut, par le biais de la diplomatie, discuter, échanger d'un certain nombre de choses, il faut le faire. Une fois de plus, je dis, c'est à ceux qui nous dirigent et aux conseillers qui sont autour du chef de l'État d'apprécier et de regarder l'état de la situation de notre pays et de prendre des décisions qui conviennent. Moi, je suis qui? Non, c'est des avis. Nous sommes des chroniqueurs, on donne notre point de vue sur la question. À la suite de ce que Blaise Ketega a dit, ce n'est pas de l'émotion. On a une situation de guerre. Lorsque vous parlez, en tenant compte du contexte, on dit non, il faut analyser froidement. Si, c'est après avoir réfléchi froidement qu'on agit à la hauteur donc, du contexte. Au sein de l'appareil judiciaire, il y a des réactionnaires. Il y a des gens qui sont contre la révolution. Il y a des gens qui sont contre IB, l'individu, contre son option révolutionnaire. Tant qu'ils ne sont pas obligés, et même quand ils sont obligés, c'est le service minimum. Ils font et puis ils sont assis. Au sein de l'administration, il y a des réactionnaires. Il y a des gens qui sont contre la révolution et il y a des gens qui sont personnellement contre IB. Tant qu'ils ne sont pas obligés, et quand bien c'est le cas, ils font le service minimum. Quand vous demandez, par exemple, sur le sujet de l'extradition, peut-être sur le plateau, on peut donner notre avis. Mais je pense qu'il y a des gens aussi qui sont payés pour interpeller. Et quand bien la personne est à l'étranger, il y a les procédures. Et ça aussi, c'est connu. Mais il faut dire, il y a des gens, ils ne partagent pas la vision donc, du chef de l'État. Et comme moi je dis souvent, les traîtres sont promis, ils sont bien récompensés. Donc ils ne cherchent pas à aller dans le sens pour nous permettre de quitter cette phase et de pouvoir vaincre le terrorisme. C'est que ce coup d'État-là, c'est pas, voilà, vous l'avez dit, c'est sa personne même qu'on cherche. On n'a plus dit que la révolution ne va pas dans la bonne direction. C'est l'individu juste pour créer le chaos. Oui, il y avait des postes qui étaient annoncés, proposés à certains, mais en réalité, ce n'est pas le pouvoir. Ils savent très bien que dans ce Burkina actuel, ça ne va pas être facile. Et justement, est-ce qu'aujourd'hui, vu le contexte, vu le progrès, voilà, le soutien populaire, les progrès qui sont réalisés dans les nombreux domaines qui ont été cités par Blaise Ketega, est-ce que vous pensez que ce peuple aujourd'hui peut être capable d'accepter un coup de force? Non, mais l'objectif, ce n'est pas que ce peuple accepte. C'est créer le chaos. Vous voyez, il y a un officier déjà qui a fait le témoignage, il y a un policier qui a fait le témoignage, ça fait deux, comment vous les appelez, Ladi,
qui sont impliqués et le réseau n'est pas fini. Ça veut dire qu'on crée un climat de suspicion pour ensuite dire que le président Ibrahim Traoré ne maîtrise pas la situation, qu'il y a il y a le chaos, il y a des gens qui lui en veulent, il y a des gens... En fait, si vous regardez l'actualité internationale, c'est toujours comme ça qu'ils procèdent pour ensuite espérer trouver une faille et pouvoir déstabiliser le pays. Sinon, ce n'est pas qu'ils sont sûrs qu'ils vont avoir le pouvoir et qu'ils pourront avoir le soutien populaire. Même si ils ont le pouvoir et ils n'ont pas le soutien populaire, si vous créez le chaos, comme certains pays en Afrique qui sont ingérables, ça profite aux commanditaires. D'accord. En fait, On vous a bien compris. Oui, très rapidement. Il faut que les gens se posent des questions par rapport à la situation ou à la posture donc, du Togo. C'est cette même posture que le Togo a adoptée depuis la création de l'AES. Le Togo nous a montré en réalité qu'il était avec la création de l'AES. La raison pour laquelle, face à cette situation, on ne comprend pas quelle est la véritable, posture, position du Togo. Parce que quand la CEDEAO a adopté les sanctions contre le Niger, le Togo n'a pas appliqué les sanctions. Donc, voir quelqu'un, et nous savons très bien que si on arrive à éliminer un des 3 dirigeants de l'AES, ça veut dire que la survie même de la structure est en question ici. Donc c'est tout cela qui amène les gens à se poser des questions sur l'absence d'une véritable réaction vigoureuse du Togo par rapport à un déstabilisateur en chef qui est donc au niveau des services de l'État. On ne peut pas dire que les services de renseignement togolais ne sont pas au courant de ce qui se passe. Bon, quand on va trop parler, on va dire qu'on est dans l'émotion. Mais là, c'est une question existentielle. Parce que vouloir attenter à la vie du capitaine Ibrahim Traoré, c'est mettre en cause, mettre en péril même la survie de l'AES. Alors donc là, vraiment, il faut que d'ici quelques jours, d'ici quelques semaines, on puisse être situé sur la démarche, qu'elle soit diplomatique ou politique, qui est entreprise au niveau du Togo pour pouvoir trouver une solution à cette question. Oui, je vous donne un élément. Vous savez, ces dirigeants militaires de l'AES, là, ils sont 10 fois plus humains que des dirigeants soi-disant démocratiquement élus. Et il n'y a même pas 2 ans, c'est l'avion présidentiel de la Côte d'Ivoire qu'on a pris à aller chercher un activiste en Mauritanie. Et vous vous rappelez, au Togo, il y avait un opposant ivoirien dans les années 2013-2014 qui est quitté de sa réserve seulement, qui a donné son point de vue sur l'actualité politique. On est parti le soulever au Togo, ramener en Côte d'Ivoire. Il y a l'ancien aide de camp de Guillaume Soro qui a été soulevé, déposé à Abidjan. Voilà, vous n'allez pas aller essayer ça avec Rwanda, avec Paul Kagame au Rwanda. Voilà, vous n'allez pas essayer ça avec Kim Il-sung, Kim Jong-un, ou chez lui, même pour être dans la garde républicaine, on remonte jusqu'à la 3e génération pour fouiller la relation entre ton arrière-grand-père et ton État. Quel était le rapport, quelle était sa philosophie, et on regarde les connexions pour pouvoir même être dans sa garde républicaine. Donc je vais dire simplement, vous savez, quand on parle, vous parlez des questions d'émotion et tout, on peut faire ça, on peut faire la politique. On peut parler comme des politiciens. Oui, c'est normal. Voilà. La vérité, c'est qu'on doit arriver à un niveau de sérieux où quelqu'un, quand il dort, il se réveille, il ne pense même pas à réfléchir même qu'une de nos autorités là a un palu. Pourquoi? Parce que notre histoire est très récente. Il y a des gens qui ont sacrifié de leur carrière. Ce n'est pas évident que nous qui sommes sur le plateau ici, tu vas déposer ton dossier et puis certaines organisations vont te prendre, recruter comme sociologue ou consultant ou en communication, etc., etc. Parce que les gens se sacrifient. Et pour ce sacrifice-là, c'est à nous de dire à nos autorités, vous avez toute la machine de l'État avec vous. Vous devez aller chercher des gens qui ont une claire compréhension de ce qui se passe. Parce que moi, j'ai l'impression qu'il y a de nombreuses personnes qui ne savent pas dans quoi on est. Alors que notre histoire est récente. Pour ce qui est du Togo, je pense que, comme je l'ai dit, on a une infrastructure qui est là. L'un des gros problèmes actuellement, c'est l'infrastructure vraiment idéologique. Il faut qu'on réfléchisse clairement et sérieusement à ça pour que, si on quitte cette guerre-là, il y a des comportements qu'on ne doit plus avoir dans ce pays-là. Parce qu'il y a des gens qui ont donné de leur vie, de leur temps, de leur énergie, de leur carrière pour que ce pays-là tienne. C'est ce que les gens doivent comprendre. Donc moi je pense qu'il y a un sérieux qu'on doit avoir. Il y a un sérieux qu'on doit avoir et on connaît les procédures qu'on peut suivre pour pouvoir, s'il faut extrader, s'il ne faut pas extrader, qu'est-ce qu'il faut faire.
Moi, je pense qu'on a tout sur notre table. Maintenant, c'est à nous de prendre ce qu'on veut. Oui, on vous a bien compris. Le sujet nous tient à cœur. C'est pour ça, bien sûr, qu'il est sur la table des débats aujourd'hui. Alors, dernière réaction, si on peut le dire comme ça, sur le sujet, parce que nous avons 2 autres sujets sur la table. Ahmed Koné. Il est évident que l'ex-président doit être extradé. Je suppose que lorsqu'on en a parlé, on a parlé du coup d'État avorté, on y a pensé. Je pense que les services secrets togolais qui travaillent en collaboration avec les services secrets du Burkina Faso, services de renseignement, ont certainement collaboré aussi, parce que bon, on ne peut pas parler comme ça du Togo sans que les Togolais ne sachent. Je sais que les Togolais ont un très bon service de renseignement, et chez nous aussi. Et donc il y a eu certainement collaboration, puisque par le passé, il y a déjà eu des cas. Et je crois que nos services du ministère de la Justice travaillent certainement à cela, et la diplomatie qui va avec. Donc c'est une question de patience, peut-être à notre niveau, on n'est pas toujours au courant de ce qui se passe, mais une extradition, c'est pas facile. On a vu des cas précédents où c'était très difficile, parce que l'autre partie n'a pas bien voulu collaborer, on a changé des textes et puis rien. Et aujourd'hui, on sait que le Togo est proche, du François proche, voilà, le Togo qui était est proche quand même France, du Burkina Faso et de l'AES, et c'est aussi notre port d'attache. Je crois qu'ils ont intérêt à collaborer avec nous. Par conséquent, il faut bien que nous sachions officiellement qu'est-ce qui a été entrepris par les autorités actuelles au Burkina Faso pour l'extradition du président, de l'ex-président. Ça, c'est logique, parce que les gens interviennent, ils le disent ouvertement, les gens croient que c'est facile aussi, mais il y a des textes qui existent dans le monde, on sait le rôle de médiation qu'a joué le Togo par le passé, et même continue de le faire, mais c'est un embarras certainement au niveau diplomatique, mais il faut bien qu'on règle cette situation-là, parce que est-ce qu'il y a des Togolais qui ont des problèmes qui sont au Burkina et puis le Burkina ne fait pas ce qu'il doit faire? On ne sait pas, on se pose des questions. Nous, journalistes, on se dit il faut absolument que le Burkina Faso fasse officiellement le pas si ça n'a pas été fait. Si le pas a été fait, il faut qu'on nous dise qu'est-ce qui se passe, parce qu'on ne comprend pas. Ça, c'est la grande question qui hante tout le monde dans les rues. D'accord. Merci à vous en tout cas pour vos différentes contributions sur cette question. On passe donc au deuxième sujet de cette émission. Alors, Donald Trump n'est pas passé par le droit international pour intervenir au Venezuela. Le 3 janvier donc, dernier, l'armée américaine a mené une opération à Caracas qui a abouti à l'enlèvement du président vénézuélien Nicolás Maduro et son épouse. L'opération de capture a été ordonnée par le président américain Donald Trump, qui avance des raisons pour justifier son action. Alors Donald Trump, en tout cas, selon les raisons qu'il avance, le président vénézuélien serait à la tête donc d'un cartel de drogue qui inonde les États-Unis avec du cannabis. Alors comment justement vous réagissez, Amadé Adamasoro, à cette opération menée par les États-Unis? Avec un grand étonnement, puisque on avait fini par croire que Donald Trump a pu s'émanciper du deep state, c'est-à-dire l'État profond américain, mais on s'est rendu compte que ce n'est pas le cas, parce que lors de son premier mandat, il s'est illustré par son non-intervention dans aucun pays. On avait également, surtout pendant sa campagne présidentielle, où il a passé son temps à critiquer Joe Biden, qui serait allé donc dans d'autres terrains théâtres d'opération au niveau de l'Afghanistan, etc., oui, à travers le monde. Donc, mais avec la question donc, du Venezuela, est-ce que ce n'est pas la doctrine de Monroe qui revient, James Monroe, qui est l'ancien président américain de 1832, qui disait que l'Amérique aux Américains? C'est parce que ce qui a motivé essentiellement, on n'a plus le temps pour entrer en profondeur, c'est le fait qu'il y a un partenariat étroit qui est scellé entre le Venezuela, la Chine et la Russie, et principalement la Chine sur la question donc des hydrocarbures, du pétrole. Et nous savons qu'actuellement, avec les remous sociopolitiques au Moyen-Orient, les États-Unis, qui consomment 20 millions de barils par jour, alors qu'ils produisent 12 millions, forcément vont réfléchir comment trouver le manque
ce manque-là, ce gap-là qui est de 8 millions-là. Alors donc, ça veut dire que dans toute région du monde où il y a l'odeur du pétrole qui se sent, vous allez voir que les États-Unis vont se déporter vers là-bas. Et nous avons vu avec Joe Biden, les Saoudiens qui sont donc les principaux partenaires donc des Américains ont commencé à avoir des positions moins conciliantes avec les États-Unis. Le prince saoudien a carrément refusé de vendre son pétrole en dollars. Or, nous savons très bien que le pétrodollar, c'est une doctrine qui avait été adoptée par les Américains pour obliger tous les pays du monde à acheter le pétrole en dollars. Pour conserver l'hégémonie du dollar dans le monde. Et ça faisait effectivement l'affaire des États-Unis. Maintenant qu'avec ce qu'on appelle la bascule géopolitique, il y a de plus en plus maintenant des réticences de la part de certains pays. La Russie vend son pétrole avec le rouble et il y a l'Inde même qui achète souvent le pétrole russe pas en dollars. Donc ça pose un grand problème. Venezuela, qui est la première réserve mondiale en termes de pétrole, ne peut pas effectivement échapper au contrôle des États-Unis. Donc comme je l'ai dit, c'est le retour donc de la doctrine de Monroe qui disait qu'aucune force du monde ne doit s'approcher du continent américain, que ce soit l'Amérique du Sud, l'Amérique du Centre ou l'Amérique du Nord. Donc c'est ça qui a principalement motivé l'intervention Manu Military donc de Trump, et ce qui en violation de toutes les règles internationales. Lui-même il a dit que pour lui, ce qui compte, ce n'est pas les droits internationaux, c'est ce qu'il pense et ce sont les intérêts américains. Donc je pense qu'ici, tout le monde est mis devant les faits accomplis, et je pense que Donald Trump ne compte pas s'arrêter en si bon chemin, parce qu'il a donc un regard sur le Groenland et qui va effectivement provoquer une scission avec ses alliés européens. Donc c'est un monde régi par la loi de la jungle, et on vient d'apprendre récemment qu'il y a des frappes également qui sont préparées contre l'Iran pour peut-être laver l'affront des 12 jours de guerre qu'Israël avait déclaré contre l'Iran et qui ne s'est pas bien passé. Donc nous sommes dans un monde dans une véritable jungle, et ce qui conforte d'ailleurs le président Ibrahim Traoré, qui disait que soit vous êtes fort, soit vous disparaissez. Tout à fait. Alors, Aimé Kambiré, votre analyse de cette situation au Venezuela, est-ce que vous pensez comme Amadé Adamasoro que c'est en vérité la Chine, l'influence de la Chine qui commençait donc à grandir donc dans ce pays de l'Amérique latine, qui a poussé Donald Trump à vouloir préserver ses intérêts dans ce pays? Oui, c'est la présence chinoise, l'influence chinoise, pas seulement. Il y a aussi les autres pays émergents dans le bloc de ce qu'on appelle les BRICS de façon générale. Parce que aussi la Russie a ses intérêts avec le Venezuela, Cuba a des intérêts avec le Venezuela. En tout cas, ce bloc-là, des BRICS-là, commence à prendre un peu de l'avant. Ce que Donald Trump fait, nous sommes en pleine période de Cannes, c'est comme si vous êtes mené 3-0 à la 80e minute. Vous commencez à mener des gestes anti-jeu. C'est ça qu'il est en train de faire. J'aimerais bien que nos juristes et nos politistes nous fassent l'analyse de la situation pour comprendre la portée du droit, que ce soit le droit national ou le droit international. Parce que ici, lorsqu'on veut défendre les intérêts, on va vous opposer le droit même, qui est en réalité le droit qui vous a été imposé et qui est le droit donc du sous-développé. Tant que vous acceptez ça, eh bien, vous êtes tranquille. Mais si vous commencez à revendiquer véritablement votre droit naturel, là, vous verrez qu'on va faire table rase de tout ce qu'on a mis comme droit international, principes fondamentaux de la démocratie, des droits de l'homme, la souveraineté, etc. Là, on va mettre ça de côté et puis vous montrer le vrai visage du monde. Un monde qui est né depuis l'Empire romain jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Depuis l'Empire romain, on vous soumet, on vous domine, on vous exploite. Et c'est ça qui a conduit un peu à l'esclavage, à la colonisation, et c'est ça qui se poursuit. Heureusement pour l'humanité, nous sommes à la fin de cette époque. Et Donald Trump ne peut pas accepter. Sur le plan militaire, aujourd'hui, la France a annoncé le successeur du porte-avions Charles de Gaulle. Trump a annoncé qu'il va construire le plus grand porte-avions du monde. Or, ces porte-avions-là n'ont plus d'efficacité face à des missiles hypersoniques comme Oretnik, ce que la Russie a lancé sur... C'est-à-dire, en un rien de temps, on va couler vos porte-avions là. Donc, sur le plan militaire,
c'est 1-0. Sur le plan technologique, vous voyez qu'ils sont, malgré qu'on n'est pas chinois, nous utilisons des logiciels et des outils, le TikTok, etc., chinois. Sur le plan technologique, l'Occident n'a plus le monopole. L'Occident est dépassé. Ça fait 2-0. Sur le plan de la monnaie, des BRICS, on construit donc des systèmes de transfert alternatifs où on ne va plus être soumis donc au dictat du dollar. Ça fait pour contrôler le système occidental. Tant que c'est à l'Occident, ils disent que c'est international. Donc, je pense que face à ce péril-là, Donald Trump est aux abois. Il essaie d'être pragmatique, mais c'est un système finissant qui fait que vous voyez que il ridiculise les Européens. Là, sa dernière sortie où il rend compte des discussions, j'allais dire, entre lui et puis Macron, où il se fout, excusez-moi du terme, de la gueule du président. Ce n'est pas dans les pratiques diplomatiques qui respectent quand même voilà, les relations entre deux chefs d'État. Je pense qu'il est aux abois, il essaye de faire tout et n'importe quoi. Et je pense que nous devrons être vigilants, rester sur nos gardes, rester sur nos positions, assurer notre... les gens pensent qu'il y aura peut-être une troisième guerre mondiale. Je ne pense pas que les Occidentaux ont encore les moyens, mais même s'ils ne peuvent pas traire la vache, ils sont capables de vouloir renverser donc, la calebasse de lait, et c'est ce à quoi nous assistons. On est plutôt tranquille parce que l'Occident n'a plus trop les moyens d'assurer donc le système qu'il a exploité depuis l'Empire romain jusqu'à aujourd'hui. D'accord, alors on est peu pris par le temps. Blaise Kientega, votre avis en tout cas sur cette intervention des États-Unis donc au Venezuela, et quelle peut être la suite justement avec ce Venezuela qui est aujourd'hui sans son président qui a été mis en prison aux États-Unis? Bon, c'est un enlèvement et puis un recel de cadavre, de comment on appelle, de prisonniers. De prisonniers. Et puis bon, c'était pas une intervention. Hein. Je pense que Maduro a été livré par donc son cercle restreint. Ouais. Et je suis en contact avec des gens de l'autre côté. On s'informe. Donc ça montre une fois de plus que autour donc des différents chefs d'État, de ceux qui veulent prendre leur destin en main, il faut vraiment faire un vrai travail. Checking. Voilà, un checking, parce que non seulement les traites sont partout, mais en même temps aussi, vous avez que pour ce qui est du Venezuela, en fait, les boucliers étaient en maintenance. C'est qu'on nous a dit de sources un peu proches. Et quand vous regardez la méthode de Donald Trump s'est en pris à un individu. Il ne sait pas que le Venezuela, il sait très bien, mais le Venezuela est très organisé. Ce n'est pas des pays comme certains pays. Ils sont très organisés. Il y a tout un système qui est là. Même Rodriguez, après elle, il y aura toujours quelqu'un pour toujours être dans la ligne donc, du gros travail qui a été fait par Hugo Chavez. Voilà, donc pour dire vrai, ça traduit une réalité du monde. Hein. Quand je vois que le président Ibrahim Traoré est en train de souffrir pour expliquer à des gens des choses qu'il refuse de voir. Voilà. Quand on dit que les faibles vont disparaître, quand il parle d'hiver noir, bon, à chaque fois qu'il parle, 72 heures après, il y a des choses qui se manifestent. Bon, je ne sais pas, nos facultés de droit et de sciences politiques, on attend que les experts sortent nous expliquer ce que ça veut dire. La démocratie, entre la démocratie et la pétrodémocratie, c'est vous qui avez écrit ça sur votre page, non? Donc, moi, je ne sais pas comment certains intellectuels, du grand théoricien donc, de la démocratie, de la liberté, des droits de l'homme, réagissent aujourd'hui face à ce que Donald Trump dit, où il dit que le seul droit international, c'est lui, sa morale. Voilà, qu'est-ce que vous dites? Voilà, on attend que les gens embarquent des plateaux pour nous expliquer ça, mais ce n'est pas leur problème. Donc, il appartient à chaque État de s'organiser. Il appartient également à chaque nation d'avoir une claire conscience. Moi, j'ai dit que la seule race au monde qui ne s'organise pas, c'est la race noire. Voilà, on ne s'organise pas.
l'Amérique s'organise, ils s'organisent au-delà, les Occidentaux s'organisent, les G20, G7, etc. etc. Ici, quand nous on dit AES, ensuite, comment faire pour réformer la CEDEAO, on dit non, oui, il est mieux d'être dans un grand ensemble. Les gens s'organisent dans beaucoup d'entités pour faire face au monde. Et il appartient aussi aux États qui sont en construction, les nations en construction, de travailler sur les ressources humaines pour la future guerre de demain. La future guerre de demain ne sera pas comme Kambira l'a si bien expliqué, ça ne sera pas une guerre comme les gens le croient, mais ça va se jouer sur des questions d'intelligence, des questions aussi de stratégie et tout et tout. Et je pense que Macron l'a dit, hein, il faut que l'Europe arrête d'être, j'allais dire, herbivore, devienne carnivore. Donc l'Europe ne va pas devenir carnivore, la France ne va pas devenir carnivore pour en tout cas regarder des peuples comme l'AES qui sont en train de s'autodéterminer, de prendre leur destin en main. Donc c'est à nous aussi de préparer des plans de riposte à tous les niveaux et de travailler à avoir une claire conscience de ce qu'on veut être en tant que peuple et d'éviter ce qui est arrivé au Venezuela. Du reste, on va souhaiter longue vie et donc à la vice-présidente qui a pris les commandes du pays et qu'elle puisse déjà en tout cas stabiliser la situation là-bas. Je vois qu'il y a des arrestations en cours au sein donc, de l'armée. Donc ça démontre déjà que le système est en train de reprendre le contrôle progressivement. Ce qu'on va souhaiter pour le peuple vénézuélien, qui est un peuple combatif et très révolutionnaire, c'est qu'ils aient en fait une veille pour que en fait cette vice-présidente-là puisse en tout cas nous sortir de l'ornière. Mais je pense que en fait c'est une faiblesse des États-Unis de s'attaquer à un pays comme le Venezuela. Moi je dis généralement que quand on est poids lourd, on va affronter les poids lourds pour tester sa puissance. Voilà, on ne s'en prend pas à des peuples comme ça. Et je pense que Donald Trump a joué un faux jeu. Vous avez qu'à l'intérieur même, au sein donc au sein des États-Unis, oui, il y a des voix qui se lèvent, voilà, qui se disent non. Oui, tout à fait. On reste sur la question et très rapidement, l'AES a réagi donc face à cette situation au Venezuela à travers un communiqué donc qui dénonce cette action. Et l'AES qui a également exprimé sa vive préoccupation et interpellé les Nations Unies sur cette situation, notamment le Conseil de sécurité. Une réaction très rapidement par rapport à cela. Non, moi je suis d'accord avec le communiqué qui a été fait, voilà, parce que c'est une agression, voilà, c'est une agression et c'est tout à fait logique qu'une entité comme l'AES puisse déjà commencer à se positionner sur des grands sujets. Je pense que le président en exercice donc, de cette organisation, qui est notre président du FASO, a déjà à plusieurs fois dans ses interventions montré sa position vis-à-vis de ces genres d'actes, voilà, qui ne sont pas des actes donc, à renforcer donc, en tout cas la relation entre les peuples. Parce que ce qui est important pour les révolutionnaires, c'est la relation entre les peuples. Il faut que, en fait, dans les actions, les gens essaient de regarder les conséquences qui peuvent en découler pour les peuples. Et aujourd'hui, quand on regarde donc, la position donc, des organisations comme l'ONU, ça démontre à merveille ce que le camarade Bassolma Bazé avait dit, que la possibilité qu'il y ait un putsch un jour au sein de l'ONU est très élevée, parce qu'aujourd'hui l'ONU se trouve être très faible vis-à-vis donc voilà. Donc ce qui montre que ce que certains spécialistes donc, des questions internationales disent est totalement vrai, à savoir que vous avez des organisations qui sont sous tutelle américaine et qui agissent donc, au gré et aux humeurs donc, de certains dirigeants. Et bon voilà, ce n'est pas de nature à renforcer les relations entre les peuples. Je pense que la posture de l'AES est une posture qui vient à point nommé, qui démontre une fois de plus que l'AES est dans vraiment une posture de travailler au rapprochement des peuples et non à des agressions inutiles sur donc, des territoires amis. Même au-delà de la position confédérale de l'AES, il y a la position nationale du Burkina Faso. Lorsque le ministre Karamoko Jean-Marie Traoré a reçu le chargé d'affaires du Venezuela, a exprimé la position du Burkina Faso. C'est dans ces échanges-là qu'on a vu que l'attaque a causé entre 80 et 100 morts. Oui. Donc au-delà de cette position confédérale, le Burkina aussi a sa propre position qui a clairement condamné cette agression. Oui, dernière réaction sur le sujet, parce qu'il nous reste très peu de temps pour parler des étalons. Ahmed Koné, votre lecture de ce qui se passe au Venezuela. D'abord, ce n'est pas étonnant parce que Donald Trump, il a épousé
Il utilise les thèses de la politique américaine pour effectivement chercher à assouvir ses besoins, son instinct de chasseur d'argent, de pétrodollars. Parce que c'est un businessman, il ne faut pas oublier. C'est un bonhomme qui a puisé aussi dans la culture américaine, même si certains le considèrent comme un arriéré. Il y a eu tellement de choses qu'on a dit dans son compte. Parce que les Américains croient fermement qu'ils ont un destin messianique, c'est-à-dire diriger le monde. C'est la première grande puissance. Les gendarmes du monde, ça c'est un. Ils respectent ça aussi. L'économie fonctionne sur la base des conflits, et donc toujours le bien et le mal. Par conséquent, chacun fait sa guerre quand on vient à la tête du pays. Et lui, il lui faut ses guerres. Et ces guerres, il utilise ces guerres pour s'enrichir. Et donc le pétrole, etc., etc. Le Venezuela a un problème avec les États-Unis, c'est aussi le Venezuela qui, depuis Chavez, cherche à intéresser par exemple des pays comme nos pays d'Afrique, nous aider à faire quand même notre monnaie. Et c'est ça, la banque, Chavez avait prévu tout ça. Et Kadhafi aussi. Donc, en quelque sorte, lui, il cherche des adversaires qui peuvent faire, des gens qui peuvent faire mal au dollar américain. Comme ça, il aura l'adhésion des Américains, parce que derrière tout ça, qu'est-ce qu'il cherche? D'abord, il réhabilite le rôle du shérif américain dans le Far West, vous vous rappelez très bien, avec son pistolet, Il fait ce jeu-là, c'est la culture américaine, donc il veut plaire aux Américains. Il fait du brigandage, des rapts, tout ça c'est conforme. En même temps, l'Amérique doit rester la première puissance mondiale, malgré tout ce qui se passe. Donc il endort les Américains. Par conséquent, il a suivi ses propres instincts. Et Donald Trump, ce faisant, va chercher à endormir l'électorat américain pour se faire réélire, même si c'est ad vitam aeternam. En fait, c'est ça qu'il cherche. Il cherche à se faire valoir. Parce que l'Américain moyen ne pense même pas à ce qui se passe dehors, il pense à ce qui se passe dedans. Tous ceux qui ont été aux États-Unis et qui ont vécu dans des milieux, ils savent que l'Américain moyen, en général, il ne pense qu'à sa survie. On ne cherche pas à résoudre ce problème, on cherche à sortir le problème, on cherche l'adversaire qui m'empêche de me réaliser. C'est ça qui est le sentiment qu'il donne aux Américains, c'est-à-dire qu'on nous empêche de nous réaliser alors que nous devons rester la première puissance au monde, et il y a des ennemis autour de nous, il faut qu'on les mate. Et partout il y a des ressources, il veut aller les chercher. Et pour le cas du Venezuela, dans l'idée, il dit que les premiers explorateurs, en quelque sorte, ceux qui ont commencé à utiliser le pétrole, ce sont les Américains. Donc c'est une propriété américaine. Voilà comment il raisonne. Il annonce d'ailleurs le retour de certaines entreprises, des sociétés d'exploitation de pétrole au Venezuela. Oui. En fait, il veut utiliser la géopolitique mondiale à ses propres fins, en donnant le sentiment aux Américains que ce sont les autres qui ont tort. Ça, il maintient ça. Donc il faut aller le combattre sur un plan. Par exemple, nous, qu'est-ce que nous, petits pays, on peut faire pour éviter des choses comme ça? Il faut utiliser la diaspora. J'ai toujours dit la diaspora. Et puis, le système américain est tel qu'utiliser les médias. J'ai souvent dit ici, il faut publier dans les médias américains tout ce qui se passe dans nos pays. Et la diaspora peut nous y aider. Donc, la diplomatie internationale, mais ce n'est pas son problème. Parce que les Nations Unies sont pratiquement à l'agonie. Lui, il travaille à l'agonie des Nations Unies. Et par exemple, en sortant les contributions américaines dans les organisations telles que les Nations Unies, mais il cherche justement à les mettre à genoux pour en profiter. 66 organisations internationales qui... Mais il faut qu'on fasse la part des choses. Non, j'arrive. On fait la part des choses entre Donald Trump et le peuple américain. Ça, là, il faut faire la part des choses. Ce n'est pas le prototype du citoyen américain moyen. Même s'il exploite certaines faiblesses en donnant l'impression aux gens qui défendent des causes américaines. Il ne défend pas des causes américaines. Parce que comme Sankara l'avait dit, quand vous aimez votre peuple, vous devez aimer les autres peuples. Lui, il montre visiblement qu'il n'aime pas les autres peuples. Il faut absolument que tout le monde soit à sa remorque. Mais non, on ne peut pas faire le monde comme ça. Le multilatéralisme, là, c'est ça qui est en train de remonter. C'est-à-dire on va monter un monde qui va permettre de casser la prépondérance occidentale qui a assourdi les autres peuples. Et ça ne peut pas continuer. Alors, il n'y pourra rien.
On est pris donc par le temps et 3 secondes, si on peut le dire ainsi, pour que... Oui, alors on va demander à la régie, parce qu'on a commencé l'émission avec beaucoup de retard, on va demander 5 minutes pour pouvoir terminer l'émission en revenant bien entendu donc sur l'élimination des États-Unis, l'élimination des étalons donc à la CAN Maroc 2025. Mais en attendant, votre réaction par rapport à ce que le doyen voudrait dire. Je voulais simplement dire au doyen que je suis désolé de le dire. Ça fait la énième fois qu'on le dit et je ne veux plus répéter ça encore. Depuis que la CAN a commencé, doyen, on a fait combien? C'est au même moment où on a attaqué le Venezuela qu'il y a eu la tentative d'élimination d'un président qui dirige un pays en guerre. Il y a eu combien d'éditions spéciales pour nous donner le substrat de ce qui se passe? On a toujours dit ça. Ailleurs, il y a des télévisions qui sont en information continue. Il y a des bandes défilantes où on donne la synthèse de l'actualité, où on fait venir des spécialistes pour parler de certaines choses. Pourquoi il y a des anciens colonels, des anciens généraux chez eux, à LCI, à France 24, qui sont des chroniqueurs payés à des coups de dollars pour en fait donner leur regard sur ce qui se passe dans le monde. Mais chez nous ici, on a fait des écoles, il y a des docteurs en communication, des professeurs en communication. Mais c'est pendant cette CAN-là, tout le monde est concentré sur le ballon. C'est dans ça qu'il y a eu ce qui s'est passé au Venezuela, mais il n'y a pas eu d'édition spéciale. Donc, je dis et je répète, on n'a pas encore compris en fait les enjeux de tout ce qui se passe ici. Parce que justement, si on va compter sur des individus qui n'ont jamais cru même à leur pays, pour en fait réfléchir stratégie pour nos pays, on est mal paré. Pour parler des étalons, je suis désolé de le dire, c'est la même chose. Je vous l'ai dit ici, le problème des étalons est psychologique. On avait l'une des meilleures équipes cette année. Monsieur Brahma doit nous excuser, mais c'était un échec total contre la Côte d'Ivoire. L'esprit de combativité n'y était pas. Et pour pouvoir garantir de meilleures victoires aux étalons, j'ai dit, évitons les deux choses. Le sababoïsme et le yaotoïsme. Le sababoïsme, c'est croire l'improvisation. Et le yaotoïsme, tu vas voir que il y a des gens, oui, tel joueur là, il est passé par mon centre de formation, il faut qu'on le place, parce que oui, telle personne là, lui c'est un gars de l'ancien, c'est l'ancien ami des Bansé, il faut faire attention à la politisation dans le sport. Il faut éviter la politisation. Et je dis, c'est tellement ancré dans le sang des gens que je ne comprends pas. Quand vous voulez des résultats, les étalons c'est l'image du pays. Regardez le nombreux efforts que les FDS sont en train de faire sur le terrain. Et quand on tient le drapeau là, quand vous êtes sur le terrain là, il y a des manières de jouer. Contre la Côte d'Ivoire là, il ne s'agit même pas de dire aux étalons d'aller... Parce que c'était un match dans le match. Vous devrez leur dire que... En fait, mais attention, vous êtes en train d'aller en guerre footballistique, vous devez gagner. Il s'agit de gagner. C'est comme ça qu'il faut encadrer les gens. Donc pour moi, le staff est à revoir. Les clans au sein de l'équipe, je pense qu'on a un service de renseignement. Si on voit qu'il y a des gars qui veulent diviser les équipes des étalons là, il faut les mettre hors d'état de nuit pour qu'on avance sereinement pour rehausser le niveau de football. Et Doyen a chanté ici plusieurs fois les états généraux de football et de la communication ici. Je ne sais pas, ils suivent nos émissions parce que si on disait des choses qui n'étaient pas bien, on allait venir nous prendre ici. Donc, il faut prendre en compte ce qu'on dit souvent parce qu'on n'est pas contre quelqu'un. Mais il s'agit aussi de notre pays. Quand il s'agit de l'image du pays, là, on s'en fout des petits esprits qui ne regardent pas les choses grandes. Moi, je pense que nous sommes un grand pays, pas la dignité et le courage de nos hommes. Et dans le football, on doit sentir ça. Voilà, on ne doit pas être dans des matchs nuls, dans des 1-0. Le Burkina doit gagner et doit toujours gagner. On vous a bien compris. Alors, est-ce que vous voyez les choses de la même manière, Aimé Kambiré? Techniquement, est-ce qu'on était à la hauteur de la Côte d'Ivoire? Non, il y a de bonnes raisons de dire que sur le plan technique, la Côte d'Ivoire était légèrement sur le papier, légèrement au-dessus, côté qualité intrinsèque. Mais un match de football, c'est sur le terrain. Il n'y a pas de favori sur le terrain. Il faut gagner et jouer pour la gagne. Voilà. Moi, ce qu'il a soulevé, il y a des points intéressants. Lorsque le colonel-major Oumarou Sawadou, le président de la FBF, est arrivé, je pense qu'il avait conscience des questions de politisation. Il avait son concept free foot où il fallait qu'il y ait de l'éthique, de la moralité, mais aussi de la responsabilité. Le chef de l'État leur a dit désormais aux étalons, vous ne vous appartenez plus, vous appartenez donc à toute la nation, à tout le peuple. Vous devrez vous donner à fond. Maintenant, j'attends de voir quel est le bilan. qu'il va faire. On parle des questions de clan à l'intérieur. On parle des questions de clan à l'extérieur. Mais je pense que le bilan, il est positif. Il y a des points intéressants. Lorsque le colonel-major Oumarou Sawadou, le président de la FBF, est arrivé, je pense qu'il avait conscience des questions de politisation. Il avait son concept free foot où il fallait qu'il y ait de l'éthique, de la responsabilité. Le chef de l'État leur a dit désormais, vous ne vous appartenez plus, vous appartenez donc à toute la nation, à tout le peuple. Vous devrez vous donner à fond. Maintenant, j'attends de voir quel est le bilan qu'il va faire. On parle des questions de clan à l'intérieur.
on parle de la mauvaise préparation, on parle aussi de la qualité. Nos joueurs, ils se donnent selon leurs propres limites, où est-ce qu'ils évoluent, pourquoi est-ce que nos joueurs ne jouent pas au niveau des grands clubs. Il y en a qui disent que c'est une question d'orientation de ces joueurs, de coaching, pour pouvoir leur permettre de jouer dans les plus grands clubs du monde et pouvoir aussi acquérir de l'expérience. Je pense qu'il faut qu'on repart d'une nouvelle base, et poser les jalons, repartir au niveau de la pépinière. Moi, je n'étais pas tout à fait triste quand on a été disqualifié de la Coupe du Monde. Hein. Les gens voulaient qu'on aille pour la première fois. Mais moi, je préfère comme ça, plutôt que de se faire humilier aux yeux du monde. Il faut reconstruire une équipe solide et repartir sur le... On ne peut pas être... Découragement n'est pas étalon. On a largement dépassé le temps qui nous est imparti. En une minute, votre... Quand je faisais ma revue de presse, je voulais reprendre... je voulais ne pas croire à la prophétie de Philippe Trousset, l'ancien entraîneur, qui disait que le match allait se jouer sur le mental. C'est ce qui s'est fait. Nous, on était battus avant même qu'on monte sur le terrain. Quand vous voyez les... Et ça peinait beaucoup de monde. Beaucoup de pays, effectivement. Quand vous voyez les joueurs jouer, vous vous demandez est-ce que ce sont les mêmes étalons ou bien c'est une autre équipe. Sincèrement, c'était sur le plan moral, mental, donc on a été battu. Oui, doyen qui est habillé aux couleurs des étalons du Burkina. La dernière réaction, peut-être que c'est parce que nous sommes un peu trop pressés, mal organisés, et puis nous sommes intolérants les uns envers les autres. Les étalons, c'est le pur produit du Burkina Faso où les gens peuvent payer des joueurs, paraît-il. Il faut enquêter pour voir. Je suis d'accord avec lui. Il faut que le service de renseignement enquête. Il y a des gens qui payent des joueurs pour qu'ils ne jouent pas ou qu'ils ne marquent pas. Qu'ils soient au plan national ou au plan international. Il faut voir et sévir. Je suis un de la vieille génération et j'ai vu passer des étalons, des gens qui sont souffrants aujourd'hui, des gens qui souffrent toujours dans leur chair, des familles qui ont perdu des enfants, etc. parce que dans le temps, les gens n'acceptaient pas non plus parce que l'État ne s'assumait pas. Et aujourd'hui, au nom de tous ceux qui ont fait ces sacrifices-là, j'ai dit il faut sauver les étalons. Sauver comment? Il a parlé des États généraux, j'ai demandé ça plusieurs fois. Il faut casser tout. Comme au Gabon. Ça, c'est pas la même chose. Tous les vieux clubs là doivent disparaître. 2, il faut revenir au système peut-être Silur Kadiogo. 3, fédération ou pas, je ne sais pas. Mais dans tous les cas, il faut mettre en place des états généraux pour voir clairement qu'est-ce qui se passe. La lutte contre la corruption, parce que même les journalistes sont des corrompus dedans, paraît-il. Je ne sais pas. Il faut vérifier ça aussi. Maintenant, ce qu'il faut faire en sorte que 5 ans au moins, il n'y a pas d'équipe qui va jouer à l'extérieur. Si on doit faire Coupe du Monde, c'est avec les professionnels qui sont dehors. Et il faut sérieusement se regarder. Deuxièmement, si on doit faire quelque chose à l'intérieur, c'est les équipes qu'on va rebâtir à l'intérieur. Les centres de formation doivent être dissoutes. On doit réorganiser les centres de formation, faire en sorte que les équipes qui vont exister dorénavant au Burkina Faso, ici c'est vert, c'est vrai, mais j'aime les étalons, c'est pour cela que je dis ça. On a tous fait les jeux de match, j'arrive. Donc, il faut faire en sorte que tout club qui existe doit avoir un club de football masculin et féminin, basketball, etc., jusqu'au minimum, et faire des compétitions nationales. Faire en sorte que les équipes qui vont jouer à l'extérieur ne vont jouer qu'après une certaine forme d'immersion patriotique, parce qu'on n'a pas des talents patriotes. On a eu une capitulation. Moi, je ne dis pas qu'il y a eu, on nous a battus, on a fait ça. Il faut reconnaître qu'on était faible. Mais c'est une capitulation. Ils n'ont pas joué. Pourquoi ils n'ont pas joué? Il faut que le service de renseignement se renseigne pour savoir pourquoi. Chacun a sa prise de responsabilité dedans. Et je dis, on doit renouveler tout le staff, fédération, club, tout. On doit tout reprendre à zéro. Compris. Et puis surtout, dégager les fonds internationaux. Ces histoires d'argent, de joueurs, je n'en veux pas. Il faut des gens, il faut que les gens contribuent pour les fonds patriotiques, pour la souveraineté du sport. Qu'on sauve les enfants, les veuves, que les autres étalons ont laissé par le passé, qu'ils soient en basketball, en football et ainsi de suite. Il faut refaire, c'est la révolution, allons-y aussi là-bas. Merci doyen, donc ce sera le mot de fin. On a largement dépassé le temps qui nous est imparti parce que le débat était très intéressant. On espère vous retrouver nombreux donc devant vos petits écrans pour suivre le débat de presse dimanche prochain. À très bientôt.